Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Parlons de ce Saint-Étienne-Nantes qui avait quand même une saveur particulière à ce jour, puisque le stade Geoffroy Guichard était privé de ses deux tribunes derrière les buts. In fine, on se retrouve avec un stade qui est quasiment à huis clos et donc très peu d'ambiance à Geoffroy Guichard, qui porte quand même habituellement le surnom du chaudron. Et bien ce chaudron là on l'a pas eu cet après-midi malheureusement. Surtout qu'on n'avait pas vu Saint-Étienne depuis pas mal de temps en Ligue 1, donc pour ce Saint-Étienne-Nantes qui est quand même un des grands classiques de notre championnat, c'est vrai que ça a un petit peu manqué cet après-midi, surtout que le spectacle n'était pas forcément plus sur la pelouse. Score final, un but partout entre Saint-Étienne et Nantes, c'était le score exact que j'avais pronostiqué. J'en profite parce que c'est rare que je trouve les scores exacts avec le FC Nantes, même si en général Nantes marque rarement plus qu'un but et Nantes en concède rarement moins de 1. Donc 1-1 ça me semble plutôt correct. J'avais pronostiqué le bon score et j'avais surtout pronostiqué, même si ça c'était quasi évident pour moi parce que j'ai beaucoup regardé le Saint-Étienne de Eric Orneland, j'avais pronostiqué que Nantes allait défendre comme si c'était le PSG en face. Pas manqué, je crois que Saint-Étienne a battu son record de possession sur un match de Ligue 1. Saint-Étienne qui a quand même de la bouteille en Ligue 1, qui ont fait quand même pas mal de saisons en première division. Et ben voilà, ils ont battu leur record de possession. De toute façon, toutes les équipes battent leur record de possession face à Nantes, puisque le Comboré Ball, c'est de jouer sans la balle, à savoir de jouer sans la balle. Et donc voilà, c'est de courir après les adversaires en bloc, comme ça. Et c'est comme ça qu'on va chercher un maintien, grâce à un bus qui est quand même plutôt fonctionnel. Et évidemment ça m'embête un peu parce que pour moi je ne partage pas cette vision du football là. C'est évidemment important d'avoir une solidité défensive, mais le football ça reste pas que la défense. Le football c'est de la tactique, de l'animation, effectivement une structure défensive mais aussi une animation offensive. À Nantes il n'y a rien de tout ça. La tactique du jour selon le coach Kanak du FC Nantes, ça a été de dire on met le bus à Blin sur les courses, tu fonces devant, de toute façon tu vas bien réussir à choper des ballons et à nous faire du bien en contre-attaque. Et bien figurez-vous que le pire c'est que malheureusement ça marche. Force est de constater que ça a vraiment failli marcher face à Saint-Étienne qui s'en sort très bien, avec un but à la 86e minute de jeu. Bref, revenons un petit peu sur le déroulé du match. Nantes finalement a plutôt bien commencé. Alors certes Saint-Étienne avait la possession, mais les Canaries je trouve étaient assez impactants sur les duels. La surprise du jour reste la titularisation d'Herba Guirassy, que j'ai trouvé pas si inintéressant que ça. J'ai vu des avis qui disaient que ouais c'était timide etc. Pour une première titularisation en Ligue 1 j'ai vu pire. Et quand je vois ce qu'il est capable de faire, je lui vois quand même beaucoup de promesses à ce jeune Guirassy qui avait à lui tout seul réussi à faire très mal à la défense brestoise en Coupe de France mercredi dernier, et qui là confirme pour moi que c'est une arme pour le FC Nantes dans cette course au maintien. Alors titulaire ou en sortie de banc, peut-être que le mercato nous le dira, parce que si on chope un bon ailier droit, effectivement il peut se retrouver relégué sur le banc. En tout cas, pour moi, il a sa place dans les 17-18 qui forment le groupe du FC Nantes chaque week-end. Et il l'a prouvé cet après-midi. Il était assez intéressant, une bonne animation. Une bonne animation dans le sens où il arrivait quand même pas mal avec ses petits dribbles, ses remises sur le penant. Il y a une certaine connexion qui s'est créée, c'était assez intéressant. Et Nantes qui va réussir à marquer très tôt dans le match sur une erreur un peu de relance stéphanoise. Moses Simon récupère le ballon entrée de surface, il crochette un petit peu à Pia, se met sur son pied gauche, arme un boulet de canon pour transpercer la lucarne de Gauthier Larsener. Nantes mène 1-0 dès la 14e minute de jeu. Et à partir de là, quand Nantes mène au score, les Canaries prennent quand même une certaine option, parce que Nantes par la suite met rapidement en place son jeu défensif avec, en coulisses globalement sur toute la largeur du terrain. On connaît ça, de toute façon c'est comme ça que Nantes allait chercher un point face au PSG, c'est comme ça que Nantes est allé chercher les 3 points aussi face à Rennes avec un exploit individuel de Simon en fin de match. Là Simon a de nouveau marqué, 5e but de la saison pour le Nigérien. Et derrière on défend. Premier coup dur néanmoins pour Antoine Comboré. Douglas Augusto qui est un petit peu le chien fou du milieu de terrain qui permet à Nantes de maintenir une certaine pression sur l'adversaire, même si, de ne pas les laisser dans un fauteuil. Il sort, entrée en jeu de Louis Leroux, qui pour moi aurait pu faire quand même mieux sur son entrée en jeu, parce que je l'ai trouvé quand même limite. Louis Leroux, je m'attendais un petit peu mieux de sa part, même si évidemment il y a une toute autre intensité en Ligue 1, je pense qu'il s'en est rapidement rendu compte. Son match est pas horrible, son entrée en jeu est pas horrible, loin de là. Néanmoins j'ai trouvé que par moment il était un petit peu trop suffisant. C'est en tout cas l'analyse que je fais le concernant. Mais bon, c'est quand même rare pour être souligné que Comboré soit contraint de jouer avec Guirassy et Louis Leroux dans son 11
dès la 40e minute de jeu à peu près. Pour rappel, Mostafa Mohamed a été écarté du groupe, tout comme Jean-Kévin Duverne. C'est quand même un choix fort, qui à mes yeux était plutôt intéressant, parce que les deux mettaient pas un pied devant l'autre ces dernières semaines, donc là au moins ça a permis de voir autre chose. Ce match a été globalement très ennuyeux jusqu'à la 60e où Saint-Etienne a réellement mis le pied sur l'accélérateur. Grosse occasion tout de même en début de seconde mi-temps, la plus grosse pour Saint-Etienne dans le match, signée du jeune N'Guessan, qui sur une percée de Lamine Fomba va aller défier Anthony Lopez, qui sort très vite. Du coup il essaye d'armer sa frappe, de l'enrouler, ça fuit le cadre mais de très peu. C'est la vraie première occasion de Saint-Etienne et elle intervient seulement en deuxième mi-temps parce que finalement Nantes aura eu les plus grosses occasions dans ce match en dehors de celle-ci. Et avec son jeu en contre-attaque, Nantes aurait pu même mener 2-0 à un moment donné dans le match. Nantes a eu les situations pour mener 2-0, mais à partir de la 65e, 70e, Ablin, qui n'a pas forcément été très inspiré aujourd'hui, il avait plus de mal quand même à aligner les courses, à aller faire le pressing. Et donc Saint-Etienne a appuyé, vraiment c'était le siège d'Alésia, tellement la défense de Saint-Etienne était haute. Michael Nadé allait même jouer dans la défense nantaise, là, dans la surface des Canaries, parce que Castelletto et Palois étaient quand même particulièrement bons aujourd'hui, et donc Saint-Etienne a peiné à marquer. Il y a eu notamment là en tête j'ai une reprise de volée de David Ashvili qui a été contrée par Jean-Charles Castelletto alors qu'elle prenait clairement le chemin du but. Enfin voilà, il y a eu plein de sauvetages assez miraculeux des Canaries. On se dit ça y est, on tient un peu une victoire référence, parce que là c'est clairement un match à 6 points entre deux concurrents pour le maintien. Et puis à force quand même de subir, Nantes a fini par craquer à la 86e. Non pas sur un cafouillage, non pas sur un ballon dans la surface de Saint-Etienne, mais sur une inspiration individuelle de Augustine Boakier, recrue de la Saint-Etienne qui arrive de Belgique, de Wolfsberger, qui est un joueur que je trouve très intéressant à la SSE. Je l'ai vu notamment face à Reims, il a claqué un doublé. Globalement, il jouait très peu sur la première partie de saison. Là, ça fait 3 matchs qu'il joue réellement, il en a déjà 3 buts. Il faudra quand même surveiller ce Ghanéen-là, parce que le but qu'il met face à Nantes, il se retourne, il se met sur son pied gauche, il est peut-être à 25 mètres et il arme une frappe mais puissante, imparable pour Anthony Lopez, petit filet, tu vois comment elle part, c'est la trajectoire parfaite. T'es là, t'es devant ta télé, t'es dépité parce que finalement le plan de Comboiré était en train de marcher, et en tant que supporter, évidemment t'es dépité de voir ce style de jeu là, mais t'as évidemment le sourire de te dire putain, on va prendre les 3 points sur un match comme ça à l'extérieur. Bon, on mérite, parce qu'il y a plein de fois où on aurait mérité de prendre les 3 points, on l'a pas fait. Là aujourd'hui on mérite peut-être un peu moins, et ça y est, on y arrive. Toujours pas. Inspiration individuelle de Boakier qui permet à Saint-Etienne d'égaliser à la 86e. Derrière, Saint-Etienne n'aura plus d'occasion. Nantes regrette certainement le fait d'avoir trop défendu, j'insiste là-dessus, d'avoir trop rapidement joué bas. Je trouve que ça correspond d'ailleurs à mes yeux, c'est pour ça aussi que Nantes a joué comme ça. Quand Comboiré en conférence de presse du match face à Monaco la semaine dernière avait dit après le 2-0, il aurait fallu qu'on calme le jeu, qu'on joue beaucoup plus bas. Et au final, Monaco était revenu très rapidement. Et je pense que ça a dû résonner dans les joueurs. Il a dû insister là-dessus aujourd'hui en disant dès qu'on mène au score, on sécurise. On a vu ce que ça a donné. Au final, on se fait égaliser alors qu'on aurait pu mener 2-0 par moment. D'ailleurs, si Ablin avait été un peu plus inspiré aujourd'hui, je pense qu'on aurait vraiment pu mener 2-0. À un moment, il avait des boulevards, il faisait juste un crochet. Il donnait, là j'ai en tête un moment avec Plamedi Nsinghi qui est un joueur de la réserve qui était rentré en cours de match, et il avait juste à décaler Nsinghi et il aurait pu y avoir très rapidement 2-0. Les jeunes, et c'est quand même assez marrant, ont eu des situations aujourd'hui pour mettre le 2-0. Guirassy l'a eu, le Willeroux l'a eu, et Nsinghi a également eu l'opportunité de mettre le deuxième. Néanmoins ce deuxième but nantais n'est jamais arrivé. Score final, un but partout. Finalement c'est assez logique. Tu regardes le scénario, tu vois but à la 86e de Saint-Etienne, tu es évidemment déçu. Mais quand tu regardes à quel point on a subi dans les dernières minutes, à quel point on s'est laissé, enfin même quand on fait un style de jeu comme ça, on ne mérite pas de gagner. Et désolé d'insister là-dessus parce que c'est vraiment désastreux, surtout de faire ça face à Saint-Etienne. Certes, ils ont un nouveau coach qui a de belles intentions, d'accord, mais est-ce qu'on va jouer comme ça contre toutes les équipes qu'on croise? Est-ce que quand on est allé jouer à Drancy en National 3, est-ce qu'on a mis le bus? Bref, il faut quand même se remettre un petit peu en question. Je trouve que Nantes n'a jamais aussi bien joué que quand il y a eu des projections de Le Penant, enfin, en début de saison. Rappelez-vous, même ne serait-ce que la première mi-temps de Nantes face à Monaco qui était très sérieuse, il y avait de la projection. Le Penant montait, on retrouvait Ablin, Simon, Sorba, Thomas. Là du coup il y aurait pu y avoir avec Guirassy qui était quand même plutôt, je trouve, une bonne première mi-temps. Enfin bon,
Bref, très peu d'intention offensive, on est habitué avec ce coach là, je le déplore évidemment. Nantes prend quand même un point, mais au vu du classement et avec Angers qui est sur 3 victoires consécutives et est donc remonté à 22 points à hauteur de Auxerre, il y a donc 3 équipes à 17 points, à savoir Rennes, Saint-Etienne et Nantes. Nantes aurait eu l'occasion donc de mettre 3 points à Saint-Etienne et 6 sur le Havre, et donc de se détacher un petit peu de ce groupe là. Et là, au vu de la forme de Saint-Etienne, Angers qui continue à monter à plein badin et Nantes qui peine à prendre des points, c'est quand même très inquiétant de tirer du... Voilà, c'est comme difficile de tirer du positif de ce week-end là. Bon, ces 3 points là nous auraient fait un bien fou, je le dis, je le pense. Malheureusement on ne les a pas. Puis bon, c'est quand même difficile d'entrevoir des perspectives vraiment très positives avec ce coach là, je le pense. Rappelons quand même qu'on est sur une victoire sur les 14 derniers matchs de Ligue 1. Combien de coachs au FC Nantes auraient sauté pour moitié moins que ça, je le pense. Aristouille de toute façon a été débarqué alors que il y avait plus de jeux, le stade était encore plus content, il y avait plus de buts, il y avait plus de points également. Nantes avait quand même plus de points. J'ai pas souvenir qu'Aristo il avait une victoire en 14 matchs. Bref, petite parenthèse, évidemment, Comboré a un certain joker depuis la Coupe de France, on le voit. Pour moi, il aurait dû déjà être viré là au moment des fêtes. Ça aurait dû être, même si pour moi, Bibel ça aurait quand même été mieux. Bref, Comboré est toujours là. Quand je vois à côté Eric Orneland, je m'en tire les cheveux parce que j'adorerais avoir un coach comme Orneland. Tu vois le mec, il est dans le match, il est devant sa ligne technique, il y a les ballons qui arrivent, il prend la balle, il la donne direct à Saint-Etienne, enfin il la donne direct à ses joueurs en disant allez les gars, lâchez rien, lâchez rien. Bref, franchement un mec comme Orneland, au vu du jeu proposé par Saint-Etienne, ils auraient largement plus de mérite que nous à se maintenir. Et je le pense, et ça me détruit le cœur de dire ça parce que Nantes est connu dans l'histoire pour avoir proposé un beau jeu. On en est arrivé là, là tu te demandes où est-ce que ça a merdé franchement. Bon, c'est comme ça, passons au top et flop. Alors les flops, ça va être tout trouvé. Kelvin Amian, match abject à mes yeux de sa part, il a à peu près tout raté techniquement et il a beaucoup subi face à Davitashvili. C'est le seul joueur de la ligne défensive que je vais sanctionner, les autres ont été très sérieux. Kodza, Castelletto, Palois. Kodza et Castelletto que j'ai souvent mis dans les flops, là aujourd'hui pour moi ils ont fait un vrai match de patron. Et Palois pareil, hein, Palois toujours au top, donc super. Deuxième joueur que je vais mettre parmi les flops, Mathis Ablin. Ça m'embête de mettre lui parmi les flops parce que depuis à peu près un mois, depuis un mois c'est lui qui nous marque les buts, c'est lui qui nous crée les situations. C'est lui qui apporte beaucoup sur la ligne offensive, mais là aujourd'hui, il n'a pas du tout été inspiré. Il y avait encore plus de place que sur les autres matchs pour pouvoir réellement faire la différence face à cette défense de Saint-Etienne. Il ne l'a pas fait du match du tout. Il y a une occasion à la 7ème, il est tout seul, va savoir ce qu'il fait devant l'Arseneur. Il a juste à la remettre en retrait à Douglas, enfin bon bref. Choix désastreux, il oublie Nsinghi au deuxième poteau, il oublie souvent ses coéquipiers, je trouve que il vendange quand même pas mal et il joue souvent un petit peu trop solo. Ça c'est un constat plus général, mais sur ce match là c'est encore plus vrai. Donc je lui reproche ça quand même à Mathis Ablin, même si évidemment il a un talent fou, notamment je trouve, voilà, il est très rapide sur ses premiers mètres. Michael Nadé je pense peut en témoigner, hein. D'ailleurs il a retrouvé sur 7 à 8 là avec la musique triste Michael Nadé tellement il s'est fait prendre de vitesse par Ablin. Là j'ai une occasion en tête où il part avec au moins 5 mètres d'avance et il voit Ablin le doubler et prendre la balle, mais bon. Donc Ablin parmi les flops. Et puis dernier flop que je vais mettre, c'est pas facile parce que on va peut-être mettre Louis Leroux parce qu'il avait quand même l'opportunité je trouve de plus montrer. Et il a, Saint-Etienne a quand même beaucoup insisté sur ce côté gauche de la défense nantaise parce qu'il y avait du coup Nsinghi, Leroux qui étaient les deux jeunes. Et puis au final ça vient aussi de ce côté là, le but avec Boakier. Bref, le Leroux que j'ai trouvé un petit peu trop tendre sur son entrée. Donc je vais le mettre parmi les flops, même si évidemment à 18 ans, on a vu des Nantais pire que ça avec 100 matchs de Ligue 1 dans les pattes. Lui il en a 2 ou 3 grand maximum et globalement il a quand même un bel avenir devant lui, ça reste un joueur très prometteur. Les tops, Palois, Castelletto, sans aucune hésitation. Et puis Moses Simon tire pour son but, son 5ème de la saison, 5 buts, 5 passes D, c'est quand même des belles stats pour le Nigérien. Et puis Palois, Castelletto, j'ai trouvé énorme. Les deux vraiment, là j'ai retrouvé, mais vous savez, un peu à l'époque avec Giroto, tout ça, là, quand Nantes était sur un film et parvenait toujours, grâce à sa défense assez héroïque, à garder sa cage inviolée, là j'ai cru qu'on allait revivre ça. Mais bon, malheureusement ça a fini par craquer à la fin, mais
en aucun cas les deux joueurs ont leur responsabilité. Pour moi, c'était les deux meilleurs aujourd'hui, Palou et Castelletto. Bravo à eux pour ce match plein et abouti. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.